très important, très fin de génétique, on est obligé de retourner à la clinique et de retourner voir le clinicien pour lui demander si ce qu'on a trouvé sur le plan moléculaire, ça a un sens. Et ça, c'est pas si simple. Et beaucoup de chercheurs ne font pas cette démarche-là. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je peux vous dire que c'est un frein, ça. Que le chercheur va trouver plein de choses, va d'ailleurs interpréter à sa façon, mais il faut souvent retourner voir le clinicien pour lui dire « mais j'ai trouvé ça, est-ce que ça a un sens par rapport au patient que tu avais sous les yeux, le patient que tu avais ?» Et ça, c'est un projet, c'est un des axes phares, je dirais aussi, de la filière. C'est ambitieux, hein. Mais j'espère que par le fait de se revoir, d'échanger à tous les niveaux, de la clinique à la recherche, on n'a pas parlé du paramédical, mais je vais en parler, on va faire émerger aussi peut-être des nouvelles, mieux comprendre certains aspects de la prise en charge des patients. Donc je parlais des paramédicaux, c'est très important aussi. Enfin, nous, dans notre centre, moi j'y tiens beaucoup, on a un parcours de soins avec une diététicienne, une kiné, une psychologue. Et Dieu sait si ça n'a pas été simple de faire rentrer une psychologue en chirurgie, une assistante sociale. Et ça aussi, c'est très important dans la filière. Vous allez voir comment nous, on a pensé cette filière hein, qui émerge, mais on veut faire des réunions biannuelles probablement avec l'ensemble des corps de métier. Parce qu'on pense qu'interagir avec une MDPH, nous on ne sait pas faire. Que ce soit l'assistante sociale qui nous aide. Interagir avec l'ARS, on ne sait pas bien faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit de l'administration qui nous aide. Interagir avec là j'ai été contactée par le conseil des kinésithérapeutes, faut que je sois aidée par une kiné pour échanger. Donc tout ça, c'est aussi le but de la filière, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, en gros, à tous les niveaux de la prise en charge du patient. Alors, vous allez me dire, ça démarre quand? Alors, l'appel d'offres, c'était l'année dernière, moi aussi, je trouve ça long. Hein. On était dedans il y a 1 an, pile. On rédigeait ça. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une grande filière chirurgicale? Finalement, on s'est dit, on a des problèmes de sphincter avec nos patients, on avait travaillé, on avait commencé à réfléchir sur l'éducation thérapeutique avec l'équipe de Rennes. On a trouvé logique finalement de faire quelque chose autour de l'appareil neurosphinctérien, que ce soit urinaire, digestif. Et je dois dire que ça a été fructueux, ça nous a rapprochés. Maintenant, on a tout à construire. Je regarde Hélène Ménard depuis tout à l'heure. C'est vrai que, voilà, ça émerge et c'est ça qui est aussi un challenge. Hein. Toujours est-il que ce projet, on l'a rédigé à 3 avec Siringo Mieli et que finalement, on a été, alors ils disent plus labellisé pour les filières, ils disent validé. On a été validé mi-juillet. Alors, cet été, ça n'a rien passé. Et donc là, je vais de réunion en réunion, à la fois au ministère, à la fois à ma direction, parce qu'on va avoir un financement. Ça, c'était pas prévu, mais on est très contents. Et on s'est retrouvés autour d'une table à se demander ce qu'on allait faire de nos sous. Alors pour une fois, c'était... Moi, j'en revenais pas, parce qu'on court toujours après les sous. C'est pas secret non plus. Hein, de 3 à... Attendez, oui, moins de 3 ou 4, c'est 200 000 € par an. Entre 3 et 6 centres de référence dans la filière, c'est 400 000 €. Et au-delà, c'est 600 000 €. Alors ça, on n'y croit pas, personne n'y croit, mais il paraît que c'est vrai. Alors autant vous dire qu'à l'assistance publique, il y a une vingtaine de filières. Non, je dis des bêtises, il y a une dizaine de filières, ça s'agite beaucoup. Et nous, on est 4 à Necker, ça s'agite beaucoup aussi. Et si on a un, ça fait 1 million d'euros. Voilà pourquoi ça prend du temps. Tout simplement. Parce qu'on n'a pas de validation ferme et définitive du budget. Donc pour l'instant, on a une certitude, c'est qu'on va avoir l'argent pour 2014, sauf qu'on est en octobre, donc on ne va pas pouvoir s'en servir, mais qu'a priori à l'assistance publique, en tout cas nous, à l'assistance publique, il va être reporté sur 2015. C'est-à-dire qu'on double la mise en 2015. Donc on a dit qu'on allait s'acheter une visioconférence.
Voilà, donc tout le mois de septembre a été dédié à ça, définir les moyens financiers, faire une fiche budgétaire. J'ai appris à faire des fiches de poste parce qu'il va falloir qu'on embauche des gens pour nous aider. Pour évidemment articuler tout ça autour de cette fameuse filière d'Eurosphinx. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai encore un petit peu de temps. Ouais, ça va. Donc le rationnel, c'est-à-dire l'idée, je vous ai dit, hein, c'est finalement de se dire on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus ciblé que de dire on va faire une filière chirurgicale en se concentrant sur, on a intitulé ça les complications neurologiques et sphinctériennes des malformations pelviennes et médulaires rares. Je vous laisse cogiter. On a mis du temps à trouver l'intitulé, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est tous les troubles neurologiques sphinctériens, que ce soit d'origine malformative anorectale ou médulaire. On a laissé de côté les autres pathologies, évidemment, que ce soit traumatiques ou cancéreuses, puisque le plan cancer, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. Donc, Gamarep, c'est notre centre de référence malformation anorectale. Il y a syringomyélie, dont le coordonnateur est à Bicêtre, c'est Fabrice Parker. Et le centre de Rennes, dont Hélène Ménard vous parlera cet après-midi, d'Andrea Manuta. Je l'ai dit. L'idée, c'était qu'on avait tous en charge des patients qui avaient des pathologies congénitales, c'est-à-dire présentes même avant la naissance. Au stade fœtal, on va le voir hein, tout à l'heure. Et puis, bien sûr, prise en charge pour toute la vie. L'idée aussi, c'était que nous, ça peut paraître bizarre, on a la formation rectale, mais maintenant qu'on les cherche de façon systématique, on en trouve de plus en plus des anomalies de la moelle épinière. Et moi, j'ai de plus en plus d'enfants que je suis qui ont des problèmes sphinctériens vésicaux, qui sont en hétéro, en autosondage. On manipule péristine maintenant énormément pour des enfants qui ont des incontinences graves. Donc il y avait une logique à se regrouper. Entre nous, syringomyélie aussi, ça donne beaucoup de handicap autour des troubles sphinctériens. Et il y avait une dimension pluridisciplinaire qui collait bien avec la filière pour la prise en charge de tous ces patients, avec tout l'aspect psychosocial que moi je trouve est souvent délaissé, notamment, c'est une idée que j'ai très importante pour cette filière, c'est l'intégration scolaire. Nous, dans les malformations anorectales, je fais une parenthèse, mais c'est un vrai problème d'insertion. Je le vis en plein en ce moment, parce qu'on est en plein dans les PAI quand ce n'est pas les exclusions d'école, hein, pour les enfants incontinents. Il y a un vrai problème de sensibilisation du corps enseignant, sur lequel il va falloir qu'on travaille, hein, et ensemble. Et puis, l'éthiopathogénie. Alors, spina bifida, c'est pas mieux connu finalement, même si on a des pistes. Malformation rectale, c'est peu connu du tout. Pour l'instant, la génétique, il n'y a rien qui ressort, et parce qu'on n'a pas des cohortes assez solides, et puis on n'a pas assez de financement. Donc ça aussi, c'est un axe intéressant à développer. Donc voilà cette filière Neurosphinx, avec 7 sites constitutifs. Alors c'est un nouveau mot qui existait déjà, mais qui a changé de définition. Il a fallu s'y retrouver aussi. Site constitutif, ça veut dire site qui apporte une expertise à la filière. Voilà. Donc il y a Nantes pour nous, parce qu'on est co-jumelé avec professeur Lehure pour l'aspect adulte des malformations rectales, professeur Sarnaki, et nouvellement nommé Marc-David Leclerc pour la prise en charge des extrophies épispales, puisqu'on a ça à notre charge aussi. Pour ce qui concerne le spina bifida, donc il y a le site de Rennes, avec Andrea Manuta et Hélène Ménard, et syringomyélie, Bicêtre, qui travaille avec le professeur Zera à Necker. Ça tombe bien, parce que c'est un de nos proches collaborateurs. Au total, si on met bout à bout, tous ces centres, ça fait 38 centres de compétences. Alors j'ai mis entre guillemets, parce que nous, je vous ai dit qu'on n'avait pas de centre de compétences. Juste à Bicêtre, est-ce que M. Agagani fait partie du centre? Oui. Pas du tout.
Oui, oui, oui. Oui, oui, il en est. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, j'ai pas tout détaillé. En fait, on a fait des annexes. On a fait des annexes dans le programme initial avec toute la liste. Ça fait, il y a 38 centres en fait. Mais en fait, ce qu'ils appellent les sites constitutifs, c'était important, je dirais, pour les sous. Parce qu'en fait, c'est les sites constitutifs qui vont bénéficier du financement. Donc, ils ont été obligés de définir les têtes de gondole, on va dire. Non, je comprends pas. Voilà. Et on a d'ailleurs 4 services en commun entre nous. On ne savait même pas. Alors, si on met bout à bout les patients, mais je pense que c'est largement sous-estimé quand même, on vient de remplir donc Pyramide, qui est la nouvelle façon de nous évaluer 2014. Hein, je vous ai dit que ça avait changé. On va en savoir plus parce que le ministère doit nous donner les dernières données des cohortes de patients. En 2013, on était à peu près à 2000 patients. Je pense qu'on est un peu plus. Nous, on a pas loin de 1000 patients qui seraient concernés par la filière. Spina bifida, bon, c'est les chiffres que m'a donné M. Manuta, hein, c'est 305 adultes, 19 enfants. Et syringomyélie, vous voyez, un peu plus, hein, 455 et 250 enfants. Donc beaucoup de personnes concernées. Notre objectif finalement, il se résume à faciliter, optimiser la prise en charge des troubles de la continence, fécale et ou urinaire, liés à des malformations rares, du tube digestif ou de la malle épinière. Avec, je vous l'ai dit, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on l'a négligé, par manque de moyens, hein, tout simplement, c'est la transition enfant-adulte. C'est un vrai problème, en tout cas pour nous, mais je pense que pour Spina, c'est pareil. Je m'occupe aussi de Spina à un équerre, puisque notre centre de référence avec le parcours de soins colle assez bien à la prise en charge. Donc on en a pris en charge un certain nombre, et je vois bien qu'à l'âge adulte, c'est compliqué. Hein. On pourra en reparler, mais en tout cas, nous, les malformations anorectales, c'est une catastrophe. À tel point d'ailleurs qu'on voit quasiment aucun adulte, parce que je pense qu'il se cache. Il y a une espèce de honte, hein, je viens de dire, et puis une résignation. Il y en a qui me disaient c'est du déni, mais moi je crois pas. Je crois que c'est pour avoir vu des adultes, je pense que c'est de la résignation. Ils me disent bon, de toute façon vous ne pouvez rien pour moi, hein. Je suis incontinent alors. Ce qui n'est pas complètement juste, parce qu'on a les moyens maintenant, en tout cas les rendre plus confortables. Mais encore faut-il que nos collègues adultes le sachent. Et c'est tout le problème de la formation des soignants dans ce domaine-là. Donc un gros travail, un gros chantier là. Il y a le partage des réseaux. Alors ça aussi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on a développé la kiné périnéo-sphinctérienne dans les malformations anorectales. Et on a fini avec notre kiné par prendre notre bâton de pèlerin, mais presque, c'est-à-dire que moi je donne des cours, etc. Donc je prends les noms, et j'ai fini par avoir une cartographie de l'ensemble des kinés périnéo-sphinctériens de l'enfant en France. Sauf que j'ai pas le droit de l'éditer, c'est interdit. J'ai appris ça. J'étais très triste, alors je peux en faire partager personne, donc tout le monde m'appelle, c'est compliqué. Est-ce que je peux avoir un bon kiné à Dijon, à ceci, donc ça, il y a un vrai travail, mais ce n'est pas seulement pour les kinés, autour des diététiciennes, des psychologues, connaître les gens qui savent.